Vous écoutez Nuit Podcast. Le harcèlement scolaire, épisode 3. Rencontre avec le professeur Bale et Valérie Elmassian, présidente d'une association de parents d'élèves. Bonjour professeur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Franck Bellet, je suis professeur de médecine à l'université de Paris-Cité, rue de l'École de médecine, et je suis psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne depuis bien longtemps maintenant. On souhaitait évoquer avec vous le harcèlement scolaire. On est tous concernés. Finalement, le harcèlement se passe partout dans la société, mais c'est vrai qu'on parle de plus en plus du harcèlement scolaire à l'heure actuelle. On a eu la Journée nationale du harcèlement, il y a eu un questionnaire mis en place. Et en tant que maman de 2 enfants qui sont passés par ces épreuves, j'aurais aimé savoir un peu comment le harcèlement est arrivé comme ça au centre de notre société, comment on peut le repérer, parce que moi-même, je suis passée à côté du premier harcèlement. Et à partir de quel âge, surtout, on doit s'attendre à ce que notre enfant puisse rencontrer de telles difficultés ? La première question sur l'arrivée dans l'actualité du harcèlement scolaire est une question qui dépasse le cadre de la psychiatrie. C'est une question sociale, sociétale, anthropologique et culturelle, pour résumer les 3 premiers termes. Sens de la culture au sens large, la tolérance aux difficultés de chacun est beaucoup moins grande, ou du moins l'ignorance des faits est beaucoup moins grande. Et ça se répercute dans plein de mouvements différents sociaux, comme vous le savez, en ce qui concerne la différence par rapport à la norme. Pour le harcèlement scolaire, il est vraisemblable que ça participe de ce mouvement où on veut davantage prendre en compte le malaise de chacun dans une société qui, par ailleurs, est assez déstructurée et en manque de sens. Mais néanmoins, c'est une bonne chose parce que ça a toujours existé, bien évidemment, et ça a toujours entraîné des souffrances, bien évidemment, puisque c'est une forme de mise à l'écart ou de désignation d'un des protagonistes, d'un des individus, ici un élève à l'école, puisqu'on parle du harcèlement scolaire. Donc c'est probablement la résultante de cette prise en considération des mots les plus intimes et les plus inaperçus, les moins saillants, que le harcèlement scolaire devienne un sujet d'actualité plus importante. Comment ça a pu arriver dans la société ? C'est peut-être des éléments de réponse. En ce qui concerne le repérage et l'âge, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être harcelé. Il est évident qu'en dessous de 6 ans, les enfants ont des comportements qui sont beaucoup moins freinés, puisque c'est une phase de développement où le lobe préfrontal, en quelque sorte, le frein des comportements n'est pas encore tout à fait développé. Et c'est à l'âge de 6 ans qu'on rentre en cours préparatoire en général, puisque c'est un âge où nos capacités de frein de nos pulsions les plus élémentaires sont plus importantes et où on peut commencer l'apprentissage serré, c'est-à-dire avoir un apprentissage qui nous permet peu à peu d'acquérir des connaissances. Disons que jusqu'à 4 ans, un être humain est à peu près intelligent comme un chimpanzé, ce qui prouve que le chimpanzé est un animal très intelligent, mais que nos comportements sont pas de nature à être vraiment du harcèlement, mais être plutôt des comportements impulsifs, comme on peut les voir. Donc c'est probablement à partir du cours préparatoire où on peut se poser la question d'un harcèlement ciblé sur un des élèves par un ou d'autres élèves. Le repérage, c'est une question complexe parce que c'est très variable suivant les enfants. Le plus souvent, c'est tout de même un changement d'attitude de l'élève. Un changement d'attitude qui peut être repéré par les parents, qui peut être repéré par les enseignants ou par les surveillants de l'école. Et ce changement d'attitude, il peut être brutal ou lent. Le plus souvent, c'est tout de même un changement assez rapide dans le comportement de l'enfant qui soit dénote de son comportement habituel et c'est plus facile à repérer si c'est un enfant plus externalisé, qui s'exprime plus et qui tout d'un coup va être plus renfermé
ou qui va changer sa façon d'être en relation avec les autres. Quand c'est un enfant déjà très réservé de nature, eh bien, il est évident que le repérage est plus difficile. Dans le fond, c'est le dialogue avec l'enfant par les parents qui doit être le meilleur des repères, puisqu'il ne s'agit pas de substituer l'éducation et l'enseignement en même temps aux enseignants, mais il s'agit de donner des clés aux parents et aux enseignants, bien évidemment, pour favoriser ce repérage. Mais le plus souvent, c'est un changement dans sa relation à l'autre, que ce soit à ses parents, que ce soit à ses pairs, que ce soit à sa fratrie, que ce soit dans la classe. De par mon expérience, le harcèlement, alors le mot est peut-être mal adapté à cet âge-là, peut commencer même dès la moyenne section. C'est par des remarques ciblées, répétées sur un même enfant. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, les enfants ont beaucoup de mal à verbaliser. Donc ce que je retiens, c'est que finalement, le parent doit observer son enfant, observer tout changement et essayer de creuser peut-être par des questions un peu plus fermées pour faciliter la parole. Si je vois certains enfants, ou comme les miens, on peut voir qu'un enfant qui commence à se ronger les ongles ou un enfant qui aime danser et qui tout à coup ne danse plus, qui aime les activités artistiques, qui n'en fait plus, ou qui maigrit en fait, parce que finalement les remarques vont se passer à la cantine et donc il va plus manger. Et je me dis qu'il faut peut-être qu'on attire l'attention des parents, d'accorder du temps, de bien regarder, de peut-être mettre de côté le téléphone, le travail, la préparation du repas pour accompagner son enfant à l'école, ou surtout aller le chercher, rentrer et passer du temps. Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous pouvez recommander aux parents vis-à-vis de leurs enfants ? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir du harcèlement avant l'âge de 6 ans, bien évidemment. Dans ce cas-là, sans doute, les enfants ont des caractéristiques beaucoup plus particulières, puisque la cible est souvent une caractéristique particulière d'un des élèves. S'il est très grand, s'il est très petit, s'il est en surpoids, s'il a les cheveux flamboyants, s'il est d'une origine ethnique différente, s'il est que de la moyenne du groupe, s'il est plus externalisé dans son comportement. Un enfant, par exemple, très agité peut être vécu à la fois comme perturbateur et finir par se lui harceler. Donc vous avez raison en ce qui concerne cette tranche d'âge aussi, où les enfants sont susceptibles d'être harcelés, mais à ce moment-là, c'est souvent les caractéristiques propres de l'enfant dénotent beaucoup du groupe. Et bien sûr, les parents doivent être présents le plus possible. Alors on est dans une société complexe où, surtout dans les grandes villes, il y a les temps de transport, il y a le travail, il y a la volonté d'après le travail de se distraire soi-même, ce qui fait que les gens se couchent tard. Mais ça, c'est la malédiction de l'invention de la lumière artificielle, puis des écrans. Mais le temps consacré à son enfant est majeur. Et surtout que dans le fond, tous les parents savent bien que les enfants, ça grandit très vite et que si on passe pas de temps avec eux, eh bien on peut s'en mordre les doigts plus tard ou avoir des regrets. Donc vous avez cette disponibilité qui doit être importante. Et le dialogue, surtout les échanges avec les enfants doivent être pas très implicites, ils doivent être assez explicites, évidemment avec douceur et évidemment avec la culture propre de la famille. Mais les choses doivent être dites. C'est surtout lorsqu'on repère une modification du comportement. Et une des questions doit être celle-là. Est-ce que tu es ennuyé à l'école? Qui ça? Pourquoi? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'il y en a qui... Et ça vaut aussi pour les enfants perturbateurs, parce que il ne s'agit pas d'être angélique et de penser que tout le monde est victime. Les enfants qui harcèlent les autres sont eux-mêmes souvent des gamins, s'ils sont le seul harceleur, avec des difficultés, évidemment. Puis il y a l'effet de groupe, où un des enfants va entraîner les autres qui vont suivre le harceleur. Et les questions sont les mêmes, dans le fond. Oui, la question, c'est d'essayer de comprendre, que ce soit le harcelé ou le harceleur, ce qu'il peut vivre, pourquoi il en arrive à être dans cette situation, et pour essayer de l'en sortir le plus efficacement possible.
C'est cela. Bon, il est vrai que les adultes aussi, dans leur pensée, peuvent avoir des idées, non pas de harcèlement, mais des idées différentes sur les uns et sur les autres, mais elles ne sont pas exprimées. Les enfants ont cette liberté ou cette impulsivité de parole qui fait, ou de comportement qui fait qu'ils vont être plus facilement désagréables. Alors on va dire la vérité sur la bouche des enfants, les comportements sont plus authentiques d'une certaine façon, moins freinés par la culture sociale et la culture éducative qu'on va leur donner, qui va résulter en un adulte qui, normalement, devrait être courtois et adapté à la civilisation dans laquelle il se trouve. En ce moment, il y a une publicité qui passe à la télévision qui m'a beaucoup marquée, où c'est une maman qui discute avec d'autres adultes au parc de son enfant qui semble être harcelé. Et en fait, c'est axé sur la réaction des adultes autour qui disent non, mais c'est normal à son âge, ce sont des chamailleries. Et je mets beaucoup cette publicité en parallèle avec une notion dont on entend beaucoup parler actuellement, qui est aussi l'empathie. Et je me dis que peut-être aussi un point clé pour les parents, c'est de ne pas transposer leur sensibilité et leur propre expérience dans ce que l'enfant raconte, mais d'essayer vraiment de se mettre à la place de son enfant pour comprendre lui par rapport à sa propre sensibilité et à sa propre expérience, ce qui peut lui faire du mal. Peut-être que de se dissocier soi-même et dissocier son expérience de ce qu'on entend de son enfant, ça peut aussi aider à faire preuve de plus de discernement dans ce que l'enfant peut nous raconter. Évidemment, on peut transposer ses propres traumas, ses propres souvenirs ou sa propre expérience et la projeter en quelque sorte sur les expériences qui sont vaincues par son propre enfant. Si vous êtes une femme rousse et que vous avez des enfants qui ont la même couleur capillaire, il est évident que plus souvent vous allez être désigné. Bon, c'est une vieille histoire, les roux et les rousses ont toujours été désignés, puisqu'ils sont moins fréquents, à part dans le nord de l'Écosse et en Hollande. Ils sont moins fréquemment représentés que les autres couleurs de cheveux, bien évidemment. Et c'est tout à fait important, évidemment, de ne pas se transposer ses propres tourments. Donc la première interrogation, c'est de savoir ce qu'on vit soi-même lorsqu'on voit son enfant changer. Mais au-delà de tout ça, si on est un parent attentif, et on doit l'être, et on l'est le plus souvent, malgré toutes les difficultés de l'existence, eh bien c'est vraiment ne pas attribuer tout changement à simplement l'évolution du développement de l'enfant. Ces changements, en général, ils sont brutaux et ils tranchent assez, ils sont assez nets par rapport à son comportement habituel. La banalisation que vous évoquiez juste avant cette seconde question, la banalisation des comportements en chamaillerie, il est vrai que les enfants ont besoin aussi de cette agressivité instrumentale. Ils apprennent à se comporter, à aller trop loin, à être freinés les uns par les autres et aussi par l'entourage adulte, que ce soit les enseignants, les éducateurs, les surveillants et les parents, bien sûr, ou la fratrie plus âgée. Ce qui va différencier de la chamaillerie, c'est la répétition. C'est la répétition du comportement agressif envers l'autre ou harceleur, qui va entraîner cette souffrance chez l'enfant, qui va réagir de plusieurs façons. Soit il sait se confronter, donc il ne sera pas harcelé par définition, il va répondre, soit il va se soumettre en quelque sorte aux colibés, jusqu'à parfois les banaliser lui-même, et soit les intégrer comme faisant part de lui. Je suis différent et donc je suis plus faible, je suis soumis, je suis celui qui doit être dans cette position-là, même si ça me fait souffrir, je l'accepte comme si c'était naturel, mais ce qui n'est évidemment pas naturel, puisque une civilisation doit nous inclure chez les uns et les autres, et l'aspect grégaire doit dominer. L'être humain est une espèce grégaire sociale, et dans la compétition interindividuelle, et ce mélange de ces trois éléments doit bien se comprendre. Et on n'a pas à être, on est tous nécessaires, on n'a pas à être exclus du troupeau, si j'ose dire. On a quelques clés quand même pour mieux comprendre nos enfants et identifier ces situations.
Mais malheureusement, on peut quand même être certain que beaucoup d'enfants passeront par des situations difficiles comme celle-là. Du coup, que faire en fait ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui détectent une situation de harcèlement ? Est-ce qu'il faut appeler le parent du harceleur ? Est-ce qu'il faut se taire ? Est-ce qu'il faut essayer de gérer ça en famille ? Est-ce qu'il faut en parler ? À votre avis ? Tout dépend du lieu. Alors si on a repéré et qu'on a entendu son enfant nous rapporter des faits de cette nature-là, ils peuvent être aussi imaginaires, c'est-à-dire que l'enfant peut avoir sa propre vulnérabilité qui le fait, lui donne une tendance à s'exclure de la société, soit qu'il a un discret trouble du spectre autistique, comme on le dit aujourd'hui, soit qu'il est prédisposé à une certaine réserve sociale qui peut devenir une phobie sociale ultérieurement. Mais une fois qu'on l'a repéré, tout dépend du lieu où ça se passe. Alors évidemment, là, on est dans le harcèlement scolaire. Si c'est le lieu et le lieu où s'exercent les performances académiques, il est évident qu'il faut en référer l'institution, puisque c'est elle qui représente la loi du milieu dans lequel se passent les éléments. Et une des réserves que peut avoir l'enfant, c'est « non, je ne veux pas qu'on prévienne les professeurs ». Or, il faut savoir leur expliquer que les professeurs sont détenteurs de cette loi et représentants de cette loi. Et que ce qui se passe à l'école doit être réglé avec l'école. Et donc, il faut pouvoir prévenir les enseignants. Il ne s'agit pas d'être dans une attitude d'emblée accusatrice, parce que parfois les choses s'expliquent autrement. Alors, le plus souvent, c'est un vrai harcèlement, bien évidemment. Mais c'est aux enseignants qu'il faut se référer, c'est-à-dire au professeur principal, au directeur de l'école, parce que ce sont des éléments qui sont de nature à perturber l'enseignement de chacun, d'une classe et du groupe. Donc un individu qui souffre dans un groupe entraîne une souffrance générale du groupe. Et ceux qui ne participent pas au harcèlement et qui en sont des témoins, eux-mêmes peuvent en avoir une souffrance, une gêne, une entrave dans leur propre développement. Par contre, il peut y avoir des enseignants qui ne prennent pas la mesure de la situation, et l'enfant, quand il finit sa matinée d'école, va à la cantine, dépend plus de l'enseignant, dépend du personnel périscolaire, retourne en classe, redépend de l'enseignant, et retourne au centre et ne dépend plus de l'enseignant. Et c'est vrai qu'on voit souvent, en tant que parent, ce renvoi de responsabilité en disant « Ah ben non, là c'est à 13h49, donc ce n'est pas de ma responsabilité. » Et finalement, quand on contacte les personnes qui sont en charge sur l'ensemble de la journée, on voit qu'il peut y avoir une surveillance pour détecter la situation. Évidemment, les enseignants ont peut-être un manque de formation, ça c'est évident, ça ne fait pas partie du bagage de formation systématique de l'enseignant. Il a sa sensibilité propre lui aussi, mais un responsable des parents d'élèves peut être quelqu'un de plus formé, il travaille en communauté avec l'enseignant. Les parents eux-mêmes de l'enfant harceleur doivent être convoqués, le parent de l'enfant harcelé. C'est déjà au moins cette minorité de personnes qui doivent être mises en relation et expliciter les choses pour que le comportement s'améliore. Et la prise en charge, elle est que l'enfant qui harcèle, on doit lui expliquer le pouvoir de nuire qu'il a, le malaise qu'a ressenti l'enfant, etc. Si ça échappe et si le comportement va se répéter, à ce moment-là, on passe à un niveau supplémentaire, c'est-à-dire qu'on fait appel à des professionnels du comportement, c'est-à-dire des psychologues ou des pédopsychiatres ou des éducateurs, suivant les circonstances. C'est très compliqué en tant que parent parce que on a envie de donner une bonne éducation à ses enfants. On explique qu'on ne doit pas taper, qu'on doit pas justement se retrouver dans une position d'agresseur.
Et en même temps, on explique aussi qu'il ne faut pas rester en position de victime et que finalement, dans les cibles du harcèlement, il y a cette position de victime, de faiblesse, et qu'un enfant qui se défend aura moins tendance à être harcelé qu'un enfant qui ne se défend pas. Du coup, finalement, on fait quoi? Un enfant qui se défend, il ne sera pas harcelé. Un enfant qui sait trouver ses limites dans son fonctionnement ne se fera pas harceler. La première des choses, c'est sans doute la prévention, c'est-à-dire que les parents sont informés par le grand public, mais par les médias de grand public, sont informés de l'existence de ce type de circonstances qui sont assez fréquentes, malheureusement, et doivent en parler avec leur enfant. C'est-à-dire sans leur dire « toi, tu es un peu timide, alors tu risques plus que les autres ». Non, mais on sait que tu es timide, fais attention, vainc ta timidité, affronte les choses. Et puis si jamais on t'ennuie, c'est normal d'en parler à tes parents. Tu ne seras pas mis sur le côté parce que tu te désignes comme victime et tu désignes des éventuels agresseurs, parce que c'est aussi une crainte d'être après, une fois avoir été harcelé, être désigné par le collectif du groupe scolaire comme étant un enfant qui a rapporté une histoire qui, somme toute, était banalisée aussi par les autres enfants. Donc c'est un équilibre difficile, mais c'est toujours dans la souffrance de l'enfant qu'on mesure si les choses se sont bien passées ou pas. Finalement, si on devait conclure, la clé, c'est la communication à tous les plans. C'est-à-dire, les parents avec les enfants doivent communiquer pour comprendre leurs enfants, pour comprendre les situations qu'ils vivent, pour comprendre ce qui se passe à l'école. Les enfants doivent communiquer, que ce soit avec leurs amis, avec leurs parents et avec leurs professeurs. Et les parents de victimes de harcèlement doivent également communiquer avec les personnes en charge des établissements. Je pense que c'est finalement communiquer et donner du temps à l'autre. Ça paraît peut-être un peu ringard, mais c'est finalement ce qui va nous aider à évoluer pour aider nos enfants. Évidemment, la communication, c'est essentiel. Et donc, ça passe par deux étapes, c'est-à-dire savoir bien formuler les mots qu'on donne, donc bien réfléchir avant de parler, et bien écouter, c'est-à-dire laisser le temps d'entendre, et ne pas couper la parole dans une discussion, mais ça c'est valable aussi pour n'importe qui, c'est-à-dire qu'il faut laisser l'autre s'exprimer, parler. Alors avec un enfant, le langage est plus difficile, bien évidemment, puisqu'il n'est pas du même rang d'âge et d'éducation que nous, mais les parents sont ceux qui communiquent le mieux avec leurs enfants, puisqu'il y a tout ce qui est infraverbal, les attitudes, etc., qu'ils connaissent. C'est passer du temps avec ses enfants, c'est repérer leur changement de fonctionnement, les amener à se poser, les rassurer sur les conséquences qu'ils auraient à révéler leur souffrance ou désigner celui qui les a harcelés. Donc il y a une partie de prévention, évidemment, qui est celui d'informer ses enfants de temps en temps, de parler du climat scolaire, de parler de comment les choses se passent, avec qui ils sont amis, avec qui ils voient, de jouer avec eux, voire de les taquiner un peu, en leur disant que vous allez venir à la sortie de l'école pour discuter avec tout le monde, et les faire rebondir. Ils préféreront, eux, prévenir, surtout quand ils sont adolescents, prévenir des choses que plutôt de voir le père, je suis un peu taquin moi-même, donc le père débarquer pour savoir avec qui il fume des cigarettes éventuellement, ce qui est mal à la sortie de l'école. Mais cette prévention, elle est importante. C'est une part du dialogue et de la communication qu'on peut avoir à son enfant. Après, repérer, on en a déjà parlé, c'est évidemment chercher toujours, à partir de modifications de comportement, ce qui se passe. Alors ça peut être tout simplement quand on est plus tard au lycée, que son garçon ou sa fille est tombée amoureuse. Alors ça, c'est pas du harcèlement, c'est un autre changement de fonctionnement. Tout d'un coup, il veut plus trop nous parler de ce qui se passe. Et puis c'est la prise en charge une fois que les choses sont faites. Et la prise en charge, elle a un premier niveau, c'est d'informer l'autorité responsable qui doit avoir des clés de réponse. Et les clés de réponse, elles passent par le dialogue. Or, les enseignants sont quand même des gens qui normalement savent parler, qui savent communiquer. Je suis moi-même enseignant, bien sûr. Donc on apprend
à formuler les questions, à entendre les réponses. Et la prise en charge, si évidemment il y a une souffrance plus importante, elle doit déboucher sur une prise en charge spécialisée s'il y a une vulnérabilité propre de l'enfant. Mais ça, les parents qui ont des enfants qui sont en difficulté le savent, ils sont plus sujets au harcèlement. C'est pas parce qu'on aime s'habiller en rouge que c'est une vulnérabilité. Mais un enfant qui s'habillerait toujours en rouge pour une idée fixe pendant un mois, ou qui voudrait absolument habiller en Spider-Man, mais ça c'est interdit, Dieu merci. Je trouve le costume particulièrement affreux pour l'avoir supporté un peu. Les parents le savent. Alors il y a des enfants qui sont, par exemple les enfants qui ont des difficultés de relationnel, comme je parlais à la limite du spectre autistique, vont plus souvent pouvoir être harcelés. Comme les enfants qui ont des troubles de la concentration, de l'attention, parce qu'ils sont dans la lune. Et ceux qui sont dans la lune, eh bien, l'effet de surprise est garanti pour les autres. Donc ils vont le surprendre, rire de sa réaction, et comme il n'apprend pas assez vite, ils vont le resurprendre, rire de sa réaction et entraîner ainsi de suite un harcèlement dans le fond qui va être non pas provoqué par la méchanceté des autres, mais par la surprise qu'il le répète et qu'il le renouvelle à chaque fois. Et puis vous avez évidemment les enfants qui sont eux-mêmes en situation de vulnérabilité, mais eux-mêmes désignés comme harceleurs, les enfants perturbateurs de l'école, qui peuvent être là encore des troubles de l'attention avec impulsivité, et qui vont être désignés comme harceleurs alors qu'eux-mêmes sont dans une circonstance où ils vont être rejetés par les autres, alors que c'est eux qui ennuient les autres. Ils sont à la fois harceleurs et rejetés. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux à mesurer à chaque fois. Mais encore une fois, la prévention et le repérage, c'est l'essentiel. La prise en charge, après, elle va découler de soi, même s'il n'y a pas beaucoup de ressources. Il n'y a pas de psychologue spécialisé dans le harcèlement scolaire qui ne ferait que ça, et ce serait dommage, même si peut-être certains se désignent comme ça. Il y a des pédopsychiatres qui sont surchargés de travail avec les vraies difficultés. Mais normalement, dans des cas de harcèlement simple, j'allais dire simple, ça n'exclut pas le niveau de souffrance, les choses doivent se régler, je veux dire, par la société, c'est-à-dire par les encadrants scolaires, les parents et la victime et ses protagonistes.